Ho ho ho! Père Noël? Bonjour Joseph, tu sais que c'est bientôt Noël. Aïe oh, moi j'attends Noël tous les jours, mais pourquoi vous êtes dans mon bureau? Tu sais que le temps est compté, Joseph. Ah bon, Fofos? Il faut que tu te dépêches de dire à tout le monde de faire leur liste de cadeaux. Ah bah yo! Et surtout, tu leur dis d'ajouter NordVPN à la liste du Père Noël. NordVPN? Mais NordVPN c'est pas un cadeau qu'on fait à Noël. Bien sûr que si, dès que tu as besoin de changer ta localisation, fais appel à NordVPN. Tu veux réserver un hôtel ou une voiture pour des vacances à l'étranger? Change ta localisation pour vérifier qu'on t'enfile pas sur les prix. Et Père Noël, ça c'est vulgaire, il faut pas le dire. Et une fois en vacances, si tu veux pouvoir accéder à ton compte en banque ou regarder MyTF1, connecte-toi en France grâce à NordVPN. Et Père Noël, je suis pas sûr que beaucoup de monde il offre des vacances dans un autre pays à Noël. Si tu en as assez des publicités sur YouTube, connecte-toi en Albanie et c'est réglé. Mais Père Noël, personne il offre des vacances en Albanie à Noël. Si tu veux regarder la RTBF sans être en Belgique, connecte-toi en Belgique avec NordVPN. Mais Père Noël, c'est quoi le rapport avec Noël? Même moi, je nourris mes rennes avec NordVPN. Comme ça, lors de ma tournée, je passe plus vite de pays en pays. Et Père Noël, tu crois que t'es bourré, qu'elle? Parce que ça, c'est pas des rennes, c'est des cerfs. Et il est où mon bureau? Et grâce à protection anti-menace intégrée, même quand NordVPN n'est pas connecté, mes rennes sont protégées des malwares. Père Noël, pisse-fruit. Et moi, grâce à protection anti-menace, je me protège des vers de lait et des cookies malveillants. Père Noël, stick. N'oublie pas, Joseph, en ce moment, si tu cliques sur le lien en description ou que tu utilises le code AstronoGeek, tu as 4 mois d'abonnement supplémentaire sur ton abonnement de 2 ans. Mais Père Noël, c'est moi que je dois dire ça dans mes réclames. Et n'oublie pas, Joseph, avec NordVPN, c'est 30 jours. Satisfait ou remboursé, yo, je sais. C'est peleux, tu racontes n'importe quoi. Mais né, Père Noël, c'est toi que tu débarques d'un coup et que tu nourris tes C'est cerfs. peleux. Mais fils, Père Noël. C'est peleux. Mais Père Noël, laisse-moi tranquille. C'est peleux. Mais Père Noël, laisse-moi morte mes enfants. C'est peleux. Va-t-il tolo. Putain, c'est peleux. Je sais que c'est bientôt Noël et que ça te perturbe, mais t'es de plus en plus flippant quand tu parles en dormant. Bon, allez, viens maintenant, t'as une sponsor NordVPN à faire. Quelle a été la plus grosse explosion de l'histoire? Alors il me semble que ça doit être l'impact avec la protoplanète Theia. Vous savez, ce cataclysme planétaire qui a donné naissance à la Lune. Mais il est fort probable que vous en ayez déjà parlé sur votre chaîne, mon cher Arnaud. Alors, merci Walt, mais c'était plutôt une introduction de vidéo qu'une vraie question. Hein. Ah bon? Autant pour moi. D'ailleurs, je dis Walt, mais je sais plus trop comment faut t'appeler à force. Walter, Yoran, Antonin... Ah non, mais Walter, c'est très bien. Hein. Je sais pas ce qui m'a pris avec cette histoire d'Antonin Charmet ou je sais pas quoi, là. Quel prénom à la con, d'ailleurs, ce truc, encore. Pourquoi pas Eudes, tant qu'on y est. Ok, bon, du coup, quelle a été la plus grosse explosion artificielle de l'histoire? La Tsar Bomba. Elle a été testée dans l'Arctique Sud par les Soviétiques pendant la guerre froide, mais... il me semble bien que vous en avez également fait une vidéo, mon cher Arnaud. Toujours l'intro, c'est ça? C'est ça. Désolé. Allez-y. Ok, bon. Quelle a été la plus grosse explosion artificielle et non nucléaire de l'histoire? Eh ben... Chut. Quoi? Bah, c'est probablement le dernier test avant l'explosion de Trinity. 100 tonnes d'explosifs conventionnels qui ont servi pour calibrer les... Écoute, manifestement, t'as très envie de parler d'explosion avec moi aujourd'hui, donc tu sais quoi? On va faire la vidéo ensemble, ça me permettra peut-être d'en placer une. Donc, quelles ont été les plus grosses explosions artificielles, non nucléaires et accidentelles de l'histoire? Ça va comme ça? Bah, moi si je peux venir dans un épisode AstronoGeek, je suis toujours partant. Non, hein. mais je voulais dire, cette version de la question d'intro. Ah, oui. Quoi? Rien, c'est juste que... Enfin, vous faites plus d'astronomie, quoi. Avant toute chose, il va falloir qu'on parle un peu de mesures. Parce que c'est bien beau de vous passer en revue les plus importantes explosions accidentelles de l'histoire, mais comme il va falloir les classer et que pour favoriser un petit peu votre temps de visionnage, avec Walter, on va faire ça de la plus petite à la plus grosse. Titre. On va donc devoir parler d'unités de mesure. Et ça va pas se faire en centimètres. Titre. Dis donc, c'est contagieux ce truc.
T'as chopé ça chez Yann ou quoi? Ti- Pardon. Je sais pas ce qui m'arrive, ça doit être depuis ma dernière collab avec lui, je pense que ça laisse des traces. Ouais, bah qui sait, peut-être qu'un jour on trouvera un vaccin. Bon, donc on va faire des équivalences. L'équivalent en TNT, par exemple, est une mesure de l'énergie libérée lors d'une explosion ou de tout autre phénomène violent provoquant des bouleversements géologiques rapides. On se réfère à l'énergie libérée par l'explosion de diverses quantités de trinitrotoluène, le fameux TNT. Allez, petite digression. Walter? Ok, donc bon, le TNT, on l'a découvert en 1863, mais il a d'abord été utilisé dans l'industrie textile pour créer un pigment jaune, ce qui causera la mort de milliers de personnes du fait de sa toxicité encore inconnue. Il faudra attendre 30 ans de plus pour qu'on finisse par découvrir son potentiel explosif, notamment parce qu'il a été compliqué de mettre au point un détonateur efficace, du fait notamment de sa faible sensibilité. Ouais, le TNT, ça explose pas juste comme ça. Mais plusieurs de ses propriétés lui permettent finalement d'être intégré au sein des torpilles et d'avoir ainsi un pouvoir destructeur plus important que les autres explosifs utilisés à l'époque. L'armée allemande l'adopte en 1902 et les Britanniques à partir de 1907. Quelques années d'écart qui vont faire en sorte que pendant la Première Guerre mondiale, le pouvoir destructeur des torpilles de la marine impériale allemande est plus important que celui des Britanniques, car elles explosent après avoir perforé la coque, tandis que les torpilles britanniques explosent à son contact et donc dissipent à l'extérieur du bateau une partie de l'énergie dégagée par l'explosion. Après, moi je vous dis ça, on n'est pas non plus là pour jouer à toucher-couler avec les nazis. Sous sa forme raffinée, le trinitrotoluène est particulièrement stable et bien moins sensible que la nitroglycérine au choc et au transport, d'où son utilisation en tant qu'explosif militaire. Le TNT est par exemple capable de subir des impacts de balles sans détonner. Il n'interagit pas avec les métaux, il n'absorbe pas l'eau, ce qui lui assure une stabilité idéale pour des stockages assez longs, contrairement à la dynamite. Bref, un excellent candidat pour de bonnes grosses explosions et un stockage sécure, en attendant de faire boum. L'humanité a trouvé mieux depuis, mais c'est le rendement de ce composé chimique qui a été traditionnellement gardé pour exprimer la puissance des explosions. 1 kg de TNT explose en libérant 4,184 mégajoules. Et là, désolé, les explosions arrivent, mais il va d'abord falloir qu'on parle d'ordre de grandeur. Enfin, maintenant que vous êtes là, vous resterez bien prendre une seconde digression, n'est-ce pas? Le joule est une unité servant généralement à quantifier l'énergie cinétique. Bon, pas uniquement pour ça, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va déjà retenir ça. Cette unité dérive du système international, et pour ceux qui veulent tout savoir, un joule est égal à 1 newton-mètre. Bon, c'est super, mais ça nous donne pas vraiment d'idée précise de ce que ça représente. Alors, assez peu d'énergie en réalité. En tout cas, au regard des explosions qui nous attendent pour le reste de ce script, c'est minuscule. Visualisez une pomme de taille standard, une petite pomme d'une centaine de grammes, bon, 102 grammes pour ceux du fond qui pinaillent, l'énergie dont vous avez besoin pour la soulever de la surface de la Terre jusqu'à 1 mètre du sol, ça, c'est 1 joule. C'est pas incroyable. Bon, alors prenons quelque chose d'un peu plus désagréable et d'un peu plus concret pour que vous voyez bien l'idée. Imaginez-vous, vous êtes ramasseur de balles au tennis. Vous voyez les petits adolescents esclaves là. Bon. Malheureusement, même accroupi, votre tête dépasse un peu du filet au moment du service de votre joueur fétiche et vous vous prenez en pleine poire une balle de tennis à 200 km/h. Pas terrible. Et encore, votre chouchou tenait une petite forme. Ça tourne plutôt souvent autour des 230. Mais bon, vous n'allez pas vous plaindre sur ce coup-là. Et pourtant, cet impact, désormais gravé sur votre front pour le reste du week-end, ne représente que 90 joules. Vous visualisez maintenant l'impact d'un rugbyman de 100 kg lancé à 18 km/h pour vous plaquer au sol? 1250 joules. Vous avez survécu? Bon, on monte encore un peu alors. Moi, si vous voulez, j'ai fait plus de 20 ans de rugby dans mes jeunes années. Vous voulez qu'on essaye? Ouais, non, ça va aller, je tiens à ce que mon squelette reste à l'intérieur de mon corps. Moi, c'est comme vous voulez, vous me dites, on est sur votre chaîne. Non, c'est bon, on va rester comme ça. Bon, donc du coup, une voiture d'une tonne vous rentre dedans à 125 km/h parce que vous n'aviez qu'à pas jouer à la marelle sur l'autoroute. Bim, 600 000 joules. Bon, là, vous n'êtes plus de ce monde, je pense, mais on n'en est qu'à 600 000. Pour en revenir à notre sujet, si vous faites exploser juste un seul kilo de TNT, vous obtenez 4,184 mégajoules.
c'est-à-dire plus de 4 millions de joules. Quasiment 7 fois plus d'énergie que la bagnole qui vient de vous expédier à Patresse. Pour 1 kilogramme. Mais les explosions dont on va parler, ça va plutôt tourner autour des kilotonnes de TNT que des kilos. C'est-à-dire des milliers de kilos. Donc des millions de fois plus. J'aime autant vous dire qu'il va en falloir un paquet de bagnoles sur l'autoroute pour se rendre compte du délire. Là, on parle plus en joules ni en mégajoules, on est plutôt dans les térawoules. Et alors pour se le figurer... bon, je vais bien essayer parce que bon, on est là pour vulgariser, mais ça commence doucement à dépasser l'entendement. Par exemple, vous prenez un cube d'1 kilomètre de côté, 1 kilomètre sur 1 kilomètre sur 1 kilomètre, et vous remplissez tout ça d'air. Et ensuite, vous essayez d'imaginer l'énergie nécessaire pour déplacer tout ce truc à 250 km/h. On est sur un bon ouragan. Et ça, c'est juste 3 térawoules, par exemple. Et si vous préférez plutôt rester sur des collisions comme sur l'autoroute ou sur le terrain de rugby, eh bien, vous prenez 1 kilo de matière, ce que vous voulez, une bouteille d'eau, un gros pigeon, un cerveau d'enfant, et vous le prenez dans la trogne à 1% de la vitesse de la lumière. Ça fait 10 792 528,5 km/h. Bon, eh ben, vous faites ça, et vous avez 4,5 térawoules. Juste au passage, l'objet le plus rapide que l'humanité ait réussi à fabriquer, c'est la sonde Parker Solar Probe. Elle pèse une 50aine de kilos et elle observe le Soleil de très près. Elle tourne autour de lui avec des pointes à 0,5% de la vitesse de la lumière. Ce qui est déjà incroyable. Bah vous voyez, mon cher Arnaud, eh ben quand vous refaites de l'astronomie comme ça, c'est sympa quand même. Bref, je sais qu'on a dit qu'on parlait pas des explosions nucléaires, mais juste entre nous, si vous montez à 63 térawoules, vous êtes sur du bombardement d'Hiroshima. Donc on va rester en dessous pour aujourd'hui, mais essayez de retenir le coup du gros pigeon ou du cerveau à 10 millions de km/h, même si bon, je sais bien que c'est pas forcément le plus simple à imaginer non plus. Allez, cette introduction n'a que trop duré. Lançons-nous dans notre classement des pires explosions artificielles, accidentelles et non nucléaires de l'histoire de l'humanité. Pourquoi top 11 ? Ça t'arrive de poser d'autres questions que pourquoi ? Ah non, c'est contractuel. Ok, donc on va faire un top 11 pour 3 bonnes raisons. Parce que les top 10, c'est saut 2017 et qu'il faut quand même que la plateforme évolue un peu. Et puis surtout parce qu'on fait ce qu'on veut. Et j'en sais rien moi. Parce qu'on sait un nombre premier, voilà. Ok. Pourquoi pas ? Et juste par curiosité, la moitié de l'épisode qui sera sur ta chaîne, tu vas l'appeler comment ? Bah pourquoi ça a explosé ? Ça vous plaît pas ? Après, je peux changer, je peux appeler ça pourquoi Astronogeek a arrêté de parler d'astronomie si vous voulez. Alors, on commence plus ou moins doucement avec un accident industriel survenu le 4 mai 1988 à Henderson dans le Nevada, aux États-Unis, à 16 km de Las Vegas. Nous sommes dans l'usine Pepcon, l'une des 2 seules au monde à l'époque à produire du perchlorate d'ammonium, un des composés utilisés dans la fabrication des propulseurs à propergol solide de nombreux systèmes comme la navette spatiale, les missiles balistiques tirés depuis les sous-marins nucléaires ou encore les missiles sol-air. Bref, les USA on les connaît, c'est un truc important pour eux. Quant à la seconde usine, elle est pas bien loin, à moins de 3 km en fait. Quitte à faire des trucs dangereux, autant tout rassemblé dans un seul coin du désert. Bref, en janvier 86, la navette spatiale Challenger explose peu après son décollage, entraînant la mort des 7 membres d'équipage à bord. Mais elle n'est pas dans le top 11, donc on va pas s'arrêter dessus. C'est dommage, vous étiez à ça de pouvoir parler un petit peu d'astronomie. Mais continuez. À la suite de cette catastrophe, les lancements ultérieurs sont suspendus pendant l'enquête, ce qui engendre des décisions difficiles pour les nombreux fournisseurs impliqués dans le programme spatial. Pepcon est donc l'un d'entre eux. Le perchlorate d'ammonium est un oxydant, en plus d'être explosif lorsqu'il est chauffé à des températures très élevées. Il favorise donc massivement la combustion des matériaux avec lesquels il est combiné. Avec ses lancements futurs annulés par la NASA, Pepcon se retrouve avec un énorme excédent de ce produit.
Et tout ça est donc stocké dans des milliers de fûts en plastique et en métal, directement à l'usine, qui est souvent utilisée pour stocker une quantité relativement faible, mais là, même en arrêtant le plus rapidement possible la production, on est bien au-dessus des stocks habituels. Et vous le voyez évidemment venir, mais comme les lieux ne sont pas vraiment prévus pour ça, il y a, par exemple, aucun système d'extinction d'incendie dans les zones où les fûts sont stockés. Ce jour-là, des employés travaillent à la réparation d'un bâtiment qui a récemment subi des dommages à cause d'intempéries. Le travail consiste surtout à refaire quelques soudures. Vers 11h30, à proximité des soudeurs, un petit incendie se produit. Mal contrôlé, il se propage rapidement à travers la structure. Et à mesure que le feu prend de l'ampleur et qu'il devient évident que l'équipement disponible n'est pas suffisant pour le maîtriser, les employés de l'usine commencent à évacuer. Après environ 20 minutes, une première explosion a lieu. Elle propage encore plus le feu au point qu'il engloutit la majeure partie du perchlorate d'ammonium stocké sur place. À ce stade, une autre explosion est inévitable. Et quand elle survient, elle est massive. En un instant, ce sont 4500 tonnes de perchlorate d'ammonium qui s'enflamment et explosent. L'accident engendre la mort de 2 personnes, en blesse 372 autres, brise des vitres sur un rayon de 16 km et cause des dégâts pour un montant estimé à approximativement 100 millions de dollars de l'époque, soit 216 millions de dollars de 2025. Une onde sismique d'une magnitude de 3,5 sur l'échelle de Richter est détectée. Le cratère constaté sur place une fois l'incendie maîtrisé fait 60 mètres de large sur 5 de profondeur. Et on estime la puissance de l'explosion à 250 tonnes de TNT, soit 1 térajoule. Et j'ai bien conscience que ça donne l'impression qu'on commence tranquille, mais il n'y a qu'à regarder les images pour se rendre compte que bon, tout est relatif, quoi. Allez Walter, vas-y, c'est à toi. C'est marrant, parce que j'étais là-bas quand c'est arrivé. Je veux dire, non, j'étais en Chine. Pas à Tianjin. Mais j'étais en Chine, quoi. C'est un hasard, je suis pas en train de dire que j'ai quoi que ce soit à voir avec cette explosion, j'étais en Chine au moment... Vous connaissez l'expression « charger la mule » ? Je vais juste dire que j'ai... Bon, laisse tomber. 12 août 2015, 23h30, port de Tianjin, en Chine, à 150 km de la capitale Pékin. 2 explosions ont eu lieu à 30 secondes d'intervalle. C'était déjà pas terrible en plein désert du Nevada, mais là, on est quand même dans une petite agglomération de 14 millions d'habitants. Tianjin est en effet l'un des ports les plus actifs du monde. En 2014, ce sont environ 14 millions de conteneurs qui passent par ces quais, soit une croissance de 8% par rapport à l'année précédente. Bref, énorme expansion et il faut que les entrepôts suivent. Coûte que coûte. Bah oui, vous allez le voir au fil de la vidéo, mais il y a pas mal d'explosions qui sont dues à ce genre de gestion catastrophique et à l'incapacité de l'être humain à dire stop quand l'idée de rendement va beaucoup trop loin. Ce jour-là, en tout cas, vers 22h50, plusieurs équipes de pompiers sont appelées pour éteindre un incendie dans un entrepôt où sont stockées d'importantes quantités de carbure de calcium. Problème, les pompiers n'ont pas été informés du contenu du bâtiment qu'ils essayent d'éteindre classiquement avec de l'eau. Or, le carbure de calcium réagit dangereusement au contact de l'eau puisque le mélange produit alors de l'acétylène, un gaz extrêmement explosif qui va s'accumuler dans l'entrepôt et produire une première explosion. Et pas une petite. On est sur un équivalent à 3 tonnes de TNT, qui touche le reste des produits entreposés là, en faisant fi de toute norme de sécurité. Un joli petit cocktail, puisqu'on y trouve entre autres substances toutes plus sympathiques les unes que les autres, des stocks de cyanure de sodium, de cyanure de potassium, et les cyanures sont des sels alcalins qui se présentent généralement sous la forme d'une poudre cristalline relativement stable. En revanche, le contact entre le cyanure de sodium et une substance acide en présence d'eau, comme une simple pluie, ou au hasard de l'eau déversée par des pompiers mal informés, y compris en faible quantité, est particulièrement dangereux et permet la formation de cyanure d'hydrogène, un produit hautement inflammable, toxique et mortel par inhalation. Nickel. La seconde explosion, 30 secondes après la première, correspond à celle de 280 tonnes de TNT. Elle génère une secousse sismique d'une magnitude de 2,9 et produit une boule de feu haute de plusieurs centaines de mètres.
Elle est assez forte pour être enregistrée par un satellite météo japonais et son onde de choc est ressentie sur plusieurs kilomètres. Les divers incendies secondaires ne seront pas maîtrisés avant 5 jours. En tout, ce sont 2400 tonnes de produits toxiques qui sont partis en fumée en un claquement de doigts. Ils étaient stockés là en quantité 70 fois supérieure aux normes de sécurité internationales, à 700 mètres seulement des premières habitations. Bilan, 173 victimes, dont les pompiers en intervention, plus de 800 blessés et 1,35 milliard d'euros de dégâts matériels. Comme quoi, les normes de sécurité, c'est pas mal parfois. Allez-y mon cher Arnaud, poursuivez. « 11 juillet 2011, base navale militaire Evangelos Florakis sur l'île de Chypre. On est une fois de plus sur un incendie qui se déclare et qui peine à être maîtrisé. Problème, il s'approche dangereusement d'un dépôt d'armes et de munitions de la base navale. Dans l'un des entrepôts à ciel ouvert se trouvent 98 conteneurs dans lesquels sont conservés des obus d'artillerie, des douilles d'obus, de la poudre à canon comprimé, des balles et des amorces explosives saisies par la marine américaine en 2009 après avoir intercepté un navire russe dans la mer Rouge. Ce navire a été escorté vers un port chypriote et la marine s'est vue confier la responsabilité des explosifs qu'elle a transférés à la base navale d'Evangelos Florakis un mois plus tard. Bon, sont sympas, hein, les ricains, ils viennent, ils nettoient la mer Méditerranée des bâtiments russes qui s'y trouvent, mais bon, ils vont quand même pas gérer les poubelles. Bref, au moment de l'incendie, qui a vraisemblablement démarré comme un simple feu de broussailles, les munitions et les explosifs étaient apparemment restés à l'air libre depuis 2 ans. Mauvaise pioche. L'explosion s'est produite en fin d'après-midi et a généré d'importants dégâts dans une vaste zone alentour. La centrale électrique de Vassilikos, la plus grande de Chypre, qui fournissait environ la moitié de l'électricité de l'île, a été gravement endommagée, provoquant des coupures de courant généralisées touchant une grande partie de la capitale Nicosie, à plus de 65 km de là. On estime que l'explosion correspondait à celle de 480 tonnes de TNT, soit 2 terajoules. Elle a fait 13 morts, 62 blessés et généré des dégâts estimés à 2 milliards d'euros, dont presque 1 million rien que pour remettre la centrale en état de fonctionnement. C'est à moi là ? Ben, oui, chacun son tour. Mais, enfin, c'est-à-dire que... Oui, quoi ? Bah, je sais pas, mais là, vu l'intitulé du chapitre, peut-être que vous voulez... Non, c'est bon. Dans les commentaires, il y en a qui vont pas comprendre, hein. Eh ben, ça dira que Walter fait plus d'astronomie qu'Astronogeek sur sa propre chaîne. On s'en fout, non ? Bon. Comme vous voulez. La fusée N1 est un lanceur spatial super lourd développé au cours des années 1960 par l'URSS pour envoyer un Russe sur la Lune dans le cadre de la course à l'espace qui l'oppose à l'époque aux États-Unis, qui de leur côté développent le lanceur géant Saturn V avec le même objectif. Spoiler en carton, c'est les Ricains qui ont gagné, mais ça, on est sur Astronogeek, vous le savez. Mais à l'époque, beaucoup croient que les Russes ont de grandes chances d'y parvenir avant les Yankees. Après tout, ils ont plus ou moins gagné tout le reste. Premier animal, premier homme, première femme en orbite, premier satellite, premier alunissage réussi, premier cliché de la face cachée de la Lune, etc. Bref, ça sent plutôt bon. Mais ça, c'est sans compter sur le fait qu'on est en URSS, qu'il n'y a pas non plus énormément de thunes, et que donc on coupe les budgets un peu partout où on peut. Par exemple, faire des tests moteurs au sol, bon, pas si obligatoire que ça, si ? Bref, après 4 essais de lancement entre 1969 et 1972, tous infructueux, le projet N1 est arrêté en 1974, 5 ans après le premier alunissage de l'équipage américain d'Apollo 11. L'existence de ce lanceur, et plus généralement du programme lunaire habité soviétique, symbole de l'échec de l'Union soviétique dans la course à l'espace, est longtemps dissimulée par le gouvernement. Les premières informations officielles sur le lanceur ne sont fournies qu'après la chute du régime soviétique au début des années 90. Dites, Arnaud, pourquoi vous me regardez comme ça ? Non, rien, je m'assure juste que tu dis pas trop de conneries sur ma chaîne. Et ben voilà, vous voyez, je le sens bien que ça devient un peu plus tendu dès qu'on touche à votre domaine. Vous voulez faire le prochain paragraphe ? Non, c'est bon. Bon, ok. On va s'intéresser dans le cadre de cette vidéo, plus particulièrement à la deuxième N1 qui est lancée.
lancé, c'est un bien grand mot, hein, le 3 juillet 1969. Alors, avant toute chose, il faut bien se figurer ce qu'est ce monstre. Tout le monde a à peu près en tête la Saturn V américaine et ses 5 moteurs F1 gigantesques au bas du premier étage. La N1, c'est pas moins de 30 moteurs NK15 dans son premier étage, tout en bas, avec 24 sur une couronne extérieure et 6 au centre pour le contrôle du roulis. Elle comptait également sur 8 moteurs dans le second étage, 4 dans le troisième et 1 dans le quatrième étage. Bon, moi je veux bien que vous checkiez, mon cher Arnaud, mais on a déjà validé le texte ensemble avant de tourner, donc... Bon. Je poursuis donc. Une partie de la logique derrière l'inclusion de ces multiples moteurs était la croyance que, s'ils fonctionnaient individuellement sur des fusées plus petites, les regrouper produirait certainement des résultats positifs. Un des éléments qui a contribué à l'échec des fusées N1 était le fait qu'elles utilisaient du kérosène comme composant pour tous ces étages principaux, tandis que la Saturn V américaine utilisait de l'hydrogène liquide. Cela rendait la N1 moins impressionnante en termes de performance, et le carburant, combiné à un grand nombre de moteurs, préparait le terrain pour un effet domino rapide en cas d'explosion de l'un d'entre eux. Ce qui s'est produit à chaque fois. Et notamment donc cette seconde fois en juillet 1969. Le lancement a eu lieu à 23h18, heure de Moscou. Le vol n'a duré que quelques instants, littéralement, hein. Aussitôt passé le haut de la tour de lancement, il y a un éclair de lumière et des débris tombent du bas du premier étage. Tous les moteurs, sauf un, s'arrêtent instantanément. Ce qui amène la N1 à s'incliner à un angle de 45 degrés, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas très optimal pour rejoindre l'espace. Et de fait, elle s'est mise à retomber sur le pas de tir. Les 2300 tonnes d'ergols à bord déclenchent une explosion massive et une onde de choc qui brise les fenêtres du complexe de lancement, et on retrouvera même des débris jusqu'à 10 km du centre de l'explosion. Il a fallu 18 mois à l'URSS pour reconstruire la rampe de lancement. Le carburant à base de kérosène a ainsi prouvé à quel point il était dangereux à manipuler. Et encore, l'enquête qui a suivi a révélé qu'environ 85% du carburant à bord de la fusée n'avait pas explosé. On peut dès lors imaginer ce qu'une explosion impliquant 100% du carburant aurait bien pu causer comme dégâts. Voici donc l'histoire de cette explosion de 2,7 terajoules. Vous vous rappelez tout à l'heure le kilomètre cube d'air qu'on déplaçait à 250 km/h ? Bon bah, là on y est. Allez, suivant, parce que là... Vous savez, en plus, mon cher Arnaud, vu la hauteur qu'elle a atteint, on peut difficilement parler d'astronomie, hein, ni même d'astronautique, là. Donc tout va bien. Les Russes ont juste réussi à jeter un gros truc en l'air, quoi. Ouais. Allez, numéro 7. On progresse. C'est la catastrophe de Texas City. Elle est survenue le 16 avril 1947 et elle reste à ce jour l'une des pires explosions industrielles de l'histoire des États-Unis. Tout commence dans le port de cette ville texane où le SS Grand Camp, un cargo français, est amarré. À son bord, une cargaison de nitrate d'ammonium, un engrais couramment utilisé mais dont les propriétés explosives sont redoutables en cas de forte chaleur. Et là, on parle d'une petite cargaison de 2080 tonnes. Ce matin-là, une fumée inquiétante commence à s'échapper des cales du navire. Les dockers et l'équipage tentent de maîtriser l'incendie en fermant les écoutilles et en projetant de la vapeur, une manœuvre censée étouffer les flammes. Mais ils ignorent que cette chaleur confinée ne fait qu'aggraver la situation. Peu après 9h, la température atteint un seuil critique et à 9h12, une gigantesque explosion secoue le port. Le Grand Camp disparaît dans une boule de feu, projetant une onde de choc d'une puissance inouïe. Le souffle est tel qu'il arrache le toit de la raffinerie voisine et pulvérise des bâtiments jusqu'à plusieurs kilomètres. L'explosion est ressentie jusqu'à Houston, à 65 km de là. Dans les airs, une colonne de fumée en champignons s'élève à plus de 600 mètres, tandis que des morceaux du navire sont projetés dans toute la ville. L'une de ces ancres, pesant plus de 2 tonnes, sera retrouvée à plus de 3 km du port. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. L'explosion embrase les infrastructures industrielles alentour, déclenchant des incendies incontrôlables dans les raffineries et les usines chimiques. Plus grave encore, un second cargo, le High Flyer, chargé lui aussi de nitrate d'ammonium et de soufre, prend feu. Malgré les tentatives désespérées pour l'éloigner du port, il explose 16 heures plus tard, provoquant une seconde onde de choc dévastatrice et achevant de réduire Texas City
en ruine. Le bilan est tragique. Près de 600 morts et plus de 5000 blessés. Les pompiers et les premiers secours, arrivés après la première explosion, sont fauchés par la seconde. Près de 2000 bâtiments sont détruits ou endommagés. Certains corps ne seront jamais identifiés tant la violence du souffle les a réduits à néant. L'onde de choc, ressentie jusqu'en Louisiane, marque durablement les esprits. Cette catastrophe entraîne une prise de conscience sur la sécurité des produits chimiques, menant à de nouvelles régulations aux États-Unis. Mais pour Texas City, ce 16 avril 1947 restera à jamais synonyme du chaos et de la désolation de cette explosion de 3,3 terajoules. Eh ben vous voyez, les bateaux c'est pas mal non plus. Enfin, pas mal, je veux dire dans le cadre d'une vidéo qui parle d'explosion quoi. Sinon forcément, quand il commence à pleuvoir des encres de 2 tonnes, c'est tout de suite plus... Enfin ça vous gâche un week-end quoi. Bon, on poursuit? Alors oui, mais on arrive doucement à la moitié là. Et donc? Bah alors on continue chez toi. Ah, ok alors. Donc, si cette vidéo vous a plu, et je suppose que c'est le cas puisque vous êtes toujours là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les autres, parce que les habitués vous le diront, sur AstronoGeek, on aime bien parler de trucs qui explosent. Et du reste, je vous invite à cliquer là pour aller voir la suite de la vidéo sur la chaîne Le Muséum des Pourquoi. Et en attendant, levez les yeux au ciel, soyez astronogeek, et à tout de suite.